Et nous revoilà, aujourd'hui, en ce samedi, cette fois-ci, on continue avec le bilan de la trade deadline, parce que même si finalement il s'est pas passé grand-chose jeudi soir, je vous en ai quand même parlé ces derniers jours, parce qu'il y a des teams comme les Knicks, comme les Mavericks, comme les Celtics, comme les Wolves, qui ont fait de bons ajustements, ou au moins des ajustements qui questionnent pour le futur de leur équipe, et même pour le présent, et ces teams, du coup, je veux vous en parler, en mode Hot React. Là aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va parler des Sixers, qui en ce moment doivent faire avec la blessure de Joel Embiid, et qui finalement ont pas mal bougé pour essayer de sauver leur saison. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe encore un espoir cette saison pour cette équipe de Philadelphie, malgré la blessure de Joel Embiid avec les mouvements qui ont été faits à la trade deadline? Et bien justement, on perd pas plus de temps, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bon, les Sixers, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien bougé pour cette trade deadline. Au final, sur 4 trades différents, ils récupèrent 2 joueurs, Buddy Hield et Cameron Payne, mais aussi 2 futurs second tours de draft, pour perdre au final 5 joueurs, Patrick Beverley, Jaden Springer, Marcus Morris, Furkan Korkmaz et Daniel House, mais aussi 4 second tours de draft. Sur le papier, c'est déséquilibré quand même, tout ça parce que Buddy Hield est le meilleur joueur reçu dans ces trades et qu'il fallait lâcher forcément plus pour l'obtenir. Mais quand même si l'arrivée de Hield, je la trouve bonne, il y a des choses qui m'ont posé question, alors on va essayer de prendre les choses dans l'ordre justement, à commencer par cette arrivée de Buddy Hield, qui est déjà très intéressante je trouve, et qui laissait penser que cette trade deadline des Sixers commençait super bien. En ce moment, la situation de l'équipe de Philly est très incertaine. Joel Embiid a été opéré du ménisque, on parle d'au moins 4 semaines de repos avant de le réévaluer, mais on le sait, vu le physique et l'historique de blessure du MVP 2023, toutes les précautions seront prises du côté de Philadelphie. Il y a un espoir de le revoir avant les playoffs, c'est sûr, Embiid a promis qu'il serait là, mais déjà dans quel état? Et puis on sait aussi à quel point des fois les promesses et la réalité du terrain sont différentes, surtout pour un joueur comme Embiid, qui année après année arrive en playoff diminué, donc on peut pas être certain qu'on le verra à ce moment-là en avril pour la post-season, et encore moins à 100%. Puis vous l'imaginez, pour les Sixers, perdre un mec qui tournait à plus de 35 points et de 11 rebonds, et qui était favori là dans la course pour le MVP, évidemment que ça va laisser un vide dans la raquette, et même dans le jeu tout court. Là, Philadelphie doit faire avec un Tyrese Maxey qui enchaîne un petit peu les petits pépins dernièrement, tout comme des Anthony Melton, qui met beaucoup de temps à revenir de sa blessure au lombaire. Et si on ajoute à ça d'autres joueurs comme Nico Batum et Robert Covington, qui ne sont plus tout jeunes, et manquent eux aussi de nombreux matchs, ça fait beaucoup. L'équipe là, elle a perdu 8 de ses 10 derniers matchs, alors qu'elle luttait pour la 2ème place à l'Est avec Milwaukee. Maintenant, elle a chuté à la 5ème place. Ils se rapprochent de plus en plus du play-in, ces Sixers, c'est inquiétant, et ce serait catastrophique de devoir passer par là, par cette étape, vu le début de saison que justement l'équipe a fait et qui est très encourageant. Du coup, la venue de Buddy Hield, elle vient un petit peu dans ce sens-là, pour essayer de redresser la barre le plus vite possible. Ensuite, par contre, il faut se rendre compte que vu que l'arrière sera free agent cet été, avec ce trade qui a quand même coûté 3 second tours de draft à l'équipe de Philadelphie, les Sixers envoyaient un message et ils montraient qu'ils voulaient faire all-in, qui montrait en tout cas qu'ils avaient des ambitions encore pour cette saison malgré la situation incertaine de Joel Embiid. Buddy Hield, c'est un joueur qui est annoncé aux Sixers depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'un des meilleurs shooters purs en NBA et qu'en termes de spacing, le fit avec Joel Embiid semble évident. Les shooters comme lui, qui peuvent dégainer de partout avec de forts pourcentages, qui peuvent envoyer des pull-ups mais surtout qui peuvent sanctionner en catch and shoot ou en sortie d'écran, ils sont toujours régalés avec un joueur comme Embiid au vu des espaces qu'ils obtiennent. Rappelez-vous JJ Redick par exemple. Sauf que pour avoir ça avec certitude, il va falloir que Joel y revienne cette saison ou que Hield décide de ne pas partir cet été. Ça fait déjà 2 interrogations et 2 inconnues qui sont importantes. Maintenant, ce qui est bien, c'est que pour l'obtenir, pour ce qui est des joueurs du présent, Philly n'a pas eu grand chose à lâcher. Marcus Morris, qui était surtout un contrat expirant, et Furkan Korkmaz, qui avait demandé son trade depuis un moment. Le truc, c'est les seconds tours de draft qui ont été lâchés. 3, ça peut faire un petit peu beaucoup. Mais c'est le prix à payer, je pense, pour un joueur comme Buddy Hield, surtout si tu veux pas lâcher de premier tour. Cette arrivée de Hield, elle laisse penser que Morey est optimiste sur le retour de Joel. Et en attendant, il va donner un vrai coup de pain à Maxey au scoring, parce que lui, il est capable de tourner à 40% de loin en shootant 7 ou 8 fois à 3 points par match, c'est lourd, et qui pour son premier match avec les Sixers aussi, a fait forte impression, il a montré ce qu'il savait faire, vu qu'il a planté 20 points, c'est pas mal pour un début. Bon après c'est pas le défenseur du siècle, c'est sûr, on peut pas tout avoir. Ceci dit, Nurse aura aussi des Anthony Melton sous la main quand l'équipe sera au complet. Lui il peut être très bon dans le domaine, il peut être très bon en défense, et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir réussi à apporter une option supplémentaire justement dans le profil avec l'arrivée de Buddy Hield. 3 seconds tours de draft, ok je le redis, ça peut peut-être faire un peu beaucoup, mais ça montrait au moins que les Sixers
Sixers avaient des ambitions et étaient prêts à faire all-in pour cette saison. Puis rappelez-vous, ces derniers jours, on a eu beaucoup de rumeurs qui concernaient l'arrivée d'un pivot à Philadelphie, avec les noms d'André Drummond et de Kelly Olynyk qui revenaient sans cesse. Ça aurait permis de donner un coup de main à Paul Reed et de tenter de rester un maximum compétitif en attendant le retour de Joel Embiid. Surtout que juste après le trade de Hield, Philadelphie s'est débarrassé du contrat de Daniel House qui a été envoyé à Détroit avec un tour de draft supplémentaire. Ça fait donc 4 perdus pour l'instant pour les Sixers, mais ça encore, ça libérait de la place, ça permettait de faire un bon move financier et ça montrait que les Sixers pour cette saison voulaient être compétitifs. D'un coup, avec ce move, contrairement à beaucoup de contenders, Philadelphie libérait suffisamment de masse salariale pour être actif sur le marché des buyouts et avoir complète liberté là-dessus. Là, il y avait un nom qui revenait sans cesse, celui de Kyle Lowry, avant que celui de Spencer Dinwiddie soit évoqué lui aussi, vu qu'il a été coupé par les Raptors. Là, je me dis, ajouter un vétéran sur les postes arrière au poste 1, en backup de Maxi, qui même s'il est devenu All-Star cette saison, manque toujours un petit peu d'expérience et de maturité en playoff, ce ne serait pas du luxe, ça pourrait être du lourd aussi. Là, on se dit vraiment, si les Sixers poursuivent ces pistes, c'est vraiment que cette saison, ils comptent fort dessus, ils pensent faire quelque chose. Ça, je veux bien, mais du coup, pourquoi avoir fait les 2 deals suivants? Au départ, je dois le dire, j'ai pas compris, et on va essayer justement d'expliquer ce qu'ils ont fait les Sixers par la suite. Ok, transférer Patrick Beverley du côté des Bucks, ça a permis d'obtenir un second tour de draft, pour compenser un peu pour le futur les 4 qui ont été perdus dans les 2 deals précédents. Mais est-ce que pour le présent, ça a vraiment du sens de faire ça? Beverley, en plus d'être un bon défenseur, il apportait un esprit combatif et une présence dans le vestiaire que je trouvais vraiment important à Philadelphie, et avec son énergie, il est vite devenu le chouchou des fans, il était très apprécié, et déjà justement, les fans du Wells Fargo Center ont déjà évoqué leur désaccord quant à ce départ de Patrick Beverley. Alors ok, en échange, les Sixers récupèrent Cameron Payne, qui lui dispose d'un tout autre profil. C'est un gros scoreur, qui peut prendre feu, et qui dès son premier match a prouvé ce qu'il pourrait apporter, avec 20 points inscrits déjà. Pourquoi pas, hein, ça change de profil, vu les limites de Beverley en attaque, mais est-ce que ça valait le coup tout de suite de se dépouiller un petit peu en défense sur les lignes arrière, pour renforcer un concurrent direct comme les Bucks, qui définitivement avaient besoin d'un chien de garde comme Patrick Beverley sur les postes arrière justement. Même si Morey était persuadé de pouvoir faire un gros coup sur le marché des buyouts et de récupérer Kyle Lowry par exemple, je suis pas sûr que ça valait le coup d'envoyer Beverley à des concurrents comme les Bucks. Surtout que derrière, juste après avoir renforcé Milwaukee, les Sixers ont renforcé Boston, un autre concurrent direct, en leur envoyant Jaden Springer à eux. Là encore ok, c'est un jeune qui n'a pas prouvé grand chose jusque là et qui même s'il possède un réel potentiel défensif, même si c'est un vrai athlète, lui qui a fait ses preuves contre des joueurs comme Stephen Curry ou Luka Doncic défensivement, possède de vraies limites en attaque lui aussi. Soyons honnêtes, il aurait été sûrement trop juste pour être utilisé en playoff chez les Sixers, dans une rota où il y avait pas mal de monde à son poste, mais encore une fois, est-ce que ça valait vraiment le coup d'aller renforcer les Celtics, qui justement avaient besoin d'un autre meneur backup derrière Pritchard, seulement pour recevoir un autre second tour de draft? Encore une fois, je suis pas sûr si on pense au présent. Là, les Sixers ont perdu pas mal d'arrière dans ces histoires, et en attendant le marché des buyouts, difficile de ne pas rester sur notre faim quant à cette deadline. Là, on se dit que, urgemment, pour éviter de couler au classement, en attendant le retour de Joel Embiid, ce serait bien de choper un autre meneur et un autre intérieur de qualité sur le marché des buyouts, et c'est peut-être dommage de ne pas avoir réussi à faire ça avant la deadline pour essayer de récupérer un mec comme André Drummond par exemple, qui, on s'en rappelle, a été l'un des meilleurs backups all-time de Joel Embiid à Philadelphie. Après, j'imagine que si Morey a transféré Springer à quelques minutes de la deadline, il savait ce qu'il faisait, et il avait une idée derrière la tête. Actuellement, l'équipe a 3 spots de libre, et j'imagine pas qu'ils vont rester vacants longtemps. Cependant, en attendant, on est en droit de se poser des questions. Bah ouais, Kyle Lowry est toujours chez les Hornets, les Mavericks et les Lakers sont aussi forts sur Dinwiddie, et pour le moment, il n'y a pas non plus vraiment de pivots de grande qualité qui sont libres, et Paul Reed risque de se retrouver bien seul en attendant le retour de Joel Embiid, même si Mo Bamba, autant que faire se peut, essaye de faire le taf de son côté. Alors bien sûr, après, il y a un monde où Joel Embiid reviendrait vite et serait à 100% pour les playoffs, ce qui n'est pas arrivé depuis des années. Un monde où Paul Reed assure en attendant son retour, un monde où des free agents de renom arriveraient sur le marché des buyouts, comme Kyle Lowry, ou comme d'autres par exemple, et où Cameron Payne et Buddy Hield explosent tout au scoring et montrent pourquoi ils ont été recrutés. Ok, mais ça fait beaucoup de conditions à remplir pour avoir de l'espoir, je trouve. Maintenant, si tout se déroulait bien, et si tout se passait dans les conditions les plus favorables et les plus optimistes possibles, ça me va, les Sixers pourraient choper un site pas trop mauvais dans la conférence Est, et en playoff, au complet, il faudrait faire clairement attention à eux. Cependant, il existe aussi un monde sûrement plus probable, où Embiid aurait du mal à revenir à 100% pour les playoffs, où tout reposerait trop sur Maxi, et où les Sixers continueraient à dégringoler dans le classement, se mettant alors dans une position hyper défavorable pour une campagne de playoff qui pourrait alors tourner très court. Et un monde aussi où Buddy Hield dirait bye bye en tant qu'agent libre cet été. Là, on est dans l'extrême super pessimiste, mais c'est aussi un monde où ça peut arriver. On sera sûrement un petit peu entre ces deux extrêmes, je pense au final, mais je dois le dire, pour l'instant, je ressens un petit peu comme un sentiment d'inachevé quant à cette deadline des Sixers. Un peu comme si Daryl Morey, en essayant de parcourir 2 lièvres à la fois, n'avait pas réussi à en choper un entier. Il a essayé d'améliorer le présent et le futur, le présent avec Buddy Hield, le futur en envoyant Beverley et Jaden Springer ailleurs pour récupérer d'autres second tours de draft, mais pas sûr que ça fonctionne, ni pour le présent, ni pour le futur. Il n'y en a aucun vraiment dans lequel il est allé à fond. Donc après, c'est sûr, il faut être conscient que cet été, chez les Sixers, il y aura énormément de sous à dépenser. Tout ça c'est bien, mais pour ce qui est de cette saison, je ne peux pas dire exactement
vraiment où l'équipe va. Alors je vais finir avec ça, mais en attendant le marché des buyouts, qui pourrait changer pas mal de choses, notamment chez les Sixers, je demande de voir. Et donc en attendant, pour ces Sixers, je reste plutôt pessimiste quant à leurs espoirs de faire un gros run en playoff cette saison.